Bienvenue dans à notre rendez-vous CO Talk international mensuel, donc du mois de mars. Donc, après Boston, San Francisco, Tokyo, Nairobi et le Luxembourg. Donc, nous sommes aujourd'hui à Paris et nous vous proposons une nouvelle rencontre avec Sébastien Saunier, donc ancien polytechnicien, les mains dans le code. Il est passé par Google et Virtuose. Et donc, Sébastien Saunier a cofondé Le Wagon avec Boris et Romain Paillard. Voilà, donc bienvenue Sébastien. Vous nous faites le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour partager votre parcours et votre expérience entrepreneuriale à travers la création du Le Wagon, sous différents angles, notamment le développement produit, le recrutement et aussi notamment la dimension internationale. Donc, merci beaucoup. Parmi nous également Roberta Camera, qui est responsable du programme d'incubation X-Up de l'École Polytechnique et qui a mis en place ces rencontres et à qui je donne la parole. Merci beaucoup Mathilde et bonjour à tous. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Sébastien Saunier pour ces échanges sur l'entrepreneuriat qui permettent aux startups incubées à l'École Polytechnique de comprendre et intégrer la dimension internationale du début de leur création d'entreprise. Nous ouvrons ces sessions au public large afin de faire bénéficier à l'ensemble de la communauté entrepreneuriale de ces précieux témoignages. Après 7 ans d'existence, Le Wagon propose des formations en développement web et en data science, compte plus de 40 campus à travers le monde, ainsi qu'une communauté de plus de 10 000 alumni qui ont décidé d'apprendre à coder. Sébastien Saunier intègre Le Wagon comme professeur en 2014 avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et devenir CTO du Wagon en développant les outils techniques et pédagogiques. Alors, donc, nous allons vous laisser la parole, Sébastien Saunier, dans un instant, mais juste pour vous préciser, donc, après votre intervention, Sébastien, il y aura une session de questions-réponses qui sera ouverte. Et donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions dans le petit onglet questions-réponses et on y répondra par la suite. Voilà, merci beaucoup, mais merci Sébastien. Oui, je voulais ajouter avant que Sébastien commence vous pouvez poser les questions ou en français ou en anglais. Comme ça, s'il y a des entrepreneurs internationaux, c'est possible aussi de poser des questions en anglais. Merci, Sébastien, c'est à vous. Merci Mathilde, merci Roberta, merci à toute l'équipe d'X-Up pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de mon parcours et du wagon. Bon, je vais un peu parler de ce qui m'a amené un peu à l'informatique et ce qui m'a amené aujourd'hui au wagon en retraçant un petit peu mon parcours. Et puis, je développerai plus sur l'aventure du wagon dans une deuxième partie. Donc déjà, pour commencer, moi, si on devait me définir en un mot, je dirais que je suis développeur. C'est comme ça qu'à la base, je me caractérise. Avant entrepreneur, avant product manager ou ce genre de titre. Et ça vient un petit peu depuis assez jeune. J'ai toujours été fasciné depuis l'enfance, l'adolescence par l'informatique. Donc, c'était dans les années 80-90 avec les premiers ordinateurs de bureau dans les maisons, les consoles de jeux, ce genre de choses. J'étais finalement fasciné par le fait de transformer du courant alternatif en pixels à l'écran. Ce processus quasi magique, en fait, quand on ne sait pas vraiment tout ce qui se passe pour arriver à cette étape-là. Et naturellement, ça m'a amené en fait à m'intéresser à ces sujets. Et donc, en autodidacte, j'ai appris à coder à la fin des années 90 avec les ressources qui étaient disponibles à l'époque sur Internet, sur le web. Et donc, c'était vraiment le début. Et ça m'a passionné. J'ai finalement commencé à développer quasi professionnellement sans vraiment m'en rendre compte par des petits projets personnels, que ce soit pour le lycée ou pour la prépa. Mais aussi, par exemple, mon père travaillait dans une société à côté de Rouen qui vend des produits électroménagers. Ils avaient besoin d'un site vitrine, donc c'est des choses que j'ai pu faire. Ensuite, pendant ma scolarité aussi à Polytechnique, donc 2004 à 2008, j'ai eu l'occasion de faire le site internet de l'ADO, qui est le binet qui s'occupe du studio d'enregistrement et de la sonorisation des concerts sur le campus. Et donc, il fallait faire un site en fait où chacun pouvait dire j'aimerais bien booker le créneau de mardi 18h pour mon groupe et répéter ou faire un enregistrement. Et en fait, à l'époque, c'était une feuille de papier qui était posée sur
sur la porte du local et il fallait y aller, écrire son nom et c'est pas très pratique. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. J'ai également travaillé avec X Projet, donc la junior entreprise de l'X, qui avait régulièrement des missions où on avait besoin de créer des sites. Donc tout ça, c'est des choses que je faisais un petit peu naturellement. Et l'X m'a permis aussi d'approfondir le côté théorique de l'informatique avec notamment la majeure et la mineure en troisième année. Et en fait, donc c'était le domaine computer science, le domaine comment apprendre la théorie derrière une machine, les origines de l'informatique avec Alan Turing, les origines les gens qui ont créé les premiers algorithmes avant même que les ordinateurs existent. Donc toute cette partie-là était très intéressante. Télécom en quatrième année en école d'application a été une bonne formation complémentaire pour justement approfondir l'aspect plus technique, réseau, algorithmique, base de données, etc. Donc tout ça, ça s'inscrit un peu dans ce parcours-là de spécialisation technique qui m'a amené du coup à Google comme première expérience professionnelle, où là j'ai été vraiment dans le bain au milieu des meilleurs ingénieurs à l'époque. Et moi j'étais tout jeune, débutant, et j'ai appris énormément, ça a été incroyable. J'ai appris notamment à niveau technique des choses, mais au niveau surtout organisation et bonnes pratiques autour du développement. Faut savoir que le code de Google, à l'époque et encore maintenant, quand on le lisait, on avait vraiment l'impression qu'il avait été écrit par un seul homme, tellement c'était bien écrit, bien fait, bien documenté. Et il y avait pas, on ne pouvait pas lire un paragraphe et se dire, bon, bah, ça, c'est tel ingénieur, parce que c'est son style. Donc, il y avait cette convergence vers une recherche de qualité absolue qui était incroyable. Et ça m'a beaucoup marqué et ça a pas mal guidé ensuite l'évolution de ma carrière. Donc après, je suis revenu en France en 2009, où là, j'ai travaillé pendant 5 ans dans 2 entreprises différentes comme développeur. Et en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans les équipes de développement, j'étais plus souvent intéressé par des sujets qui étaient minoritaires dans les intérêts de l'équipe. C'est-à-dire que la plupart des développeurs avec lesquels j'ai travaillé étaient intéressés par le côté technique du code, le côté apprendre des nouvelles choses techniques, finalement la complexité, j'ai envie de dire, mais pour l'amour de la complexité, là où moi j'étais dans la recherche plutôt du produit, c'est-à-dire pourquoi on est en train de coder, en fait, parce qu'on essaye de résoudre un problème que des utilisateurs ont, que ce soit des clients ou des utilisateurs internes. Et très tôt, en fait, j'ai été porté vers le produit, j'ai été porté vers déjà posons le problème qu'on cherche à résoudre, et peut-être qu'ensuite il faut coder une solution, mais peut-être pas. Donc vraiment cette approche-là. Donc ça m'a permis de faire mes armes, par exemple, en expérience utilisateur, avec des tests utilisateurs, c'est-à-dire qu'on met un produit devant un utilisateur et on regarde ce qu'il fait avec. Et en fait, on se rend compte que il a du mal à le manipuler, il a du mal à comprendre les tâches qu'il doit faire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et finalement, dans les années 2000 en France, le rôle de produit était quasiment inexistant sur les entreprises françaises. Et c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. Alors maintenant, en 2021, évidemment, ça a beaucoup changé. Mais le titre de chef de produit, donc product manager, c'est quelque chose qui n'existe pas il y a 10 ans en France. En tout cas, c'était extrêmement rare. C'était dans des startups très inspirées des méthodes californiennes. Donc voilà, donc ça, le produit, c'est central dans mon approche et dans finalement le pourquoi on code. C'est parce qu'on veut automatiser des choses qui sont lentes, qui sont répétitives et qui vont faire gagner du temps aux utilisateurs et apporter quelque chose de positif. Donc, on ne cherche pas à coder pour l'amour du code. Donc ça, c'est un petit peu le début de ma carrière. Ensuite, en 2013, j'en ai eu un petit peu marre on va dire, travailler pour un seul projet ou une seule entreprise. J'avais une envie un petit peu de plus de liberté, plus de maîtrise dans mon temps, dans la gestion de mon temps, dans comment organiser ma vie. Et je me suis mis en freelance, en fait, ce qui permettait de toucher à plusieurs projets et d'exercer mon expertise dans d'autres domaines. Et c'est à cette époque-là, en fait, que du coup, j'ai rencontré mes futurs associés, donc Boris et Romain Paillard, fin 2013, à l'occasion d'un meet-up à Paris, un meet-up de développeurs. Donc eux, en fait, ils avaient déjà l'idée du wagon, mais ils n'avaient pas encore lancé leur première classe. Et en fait, ils étaient un peu en recherche de développeurs pour être les futurs professeurs de leur école. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On ne se connaissait pas avant. Il
Donc, on est une entreprise où les associés ne se connaissaient pas 10 ans avant d'avoir créé la boîte. Hein. Il y a des histoires comme ça, mais nous, ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai été professeur au wagon sur la première promo à Paris en tant que freelance au début. Voilà, donc c'était une mission freelance parmi d'autres. Et j'ai été vraiment fasciné par ce qu'on avait réussi à faire. En fait, moi, au début, le wagon, j'étais un peu sceptique parce que je me disais, bon, 2 mois pour apprendre à coder, peut-être qu'ils exagèrent un peu, peut-être que c'est survendu. Parce que moi-même, alors c'est une faute très, très égocentrique, on va dire, mais moi-même, j'ai mis plus que 2 mois, donc c'est bizarre, quoi. Donc, du coup, j'avais cette approche-là un peu ridicule. Et du coup, quand j'ai vu ce que les élèves, avec le programme de l'époque, étaient capables de faire, c'était incroyable. Et j'avais envie de m'investir dans ça. Donc, j'ai assez rapidement, en fait, on a parlé de s'associer, on a parlé d'avancer ensemble. Et ça s'est fait très rapidement, en fait. Dans l'année, c'était fait. Donc, je les ai rejoints en tant que cofondateur et directeur technique. Et moi, ce que j'ai apporté, finalement, c'est ma connaissance du monde du développement avec les outils de productivité des développeurs appliqués à la classe, appliqués aux élèves. C'est-à-dire que la première promo du wagon, il n'y avait pas vraiment de plateforme pédagogique. Il y avait un programme, mais quand un élève écrivait un exercice de code, il fallait qu'un professeur vienne derrière lui, il relise le code et dise, bon, c'est bien, c'est pas bien. Et ça, quand vous avez 1 ou 2 profs dans la classe et 20 élèves, ça prend beaucoup de temps et c'était difficile de vraiment suivre le rythme. Et ça, tous les chargés de TD en amphi, en université, etc., le savent bien, que en fait, c'est très, très chronophage d'aider individuellement les gens. Et en fait, il se trouve que dans le monde du développement, on peut écrire ce qu'on appelle des tests, on peut écrire du code qui va vérifier que le code des élèves est correct et donc automatiser une grande partie de la correction, j'ai envie de dire. Et surtout, en fait, pour l'élève, ça lui donne une feedback loop très, très rapide où il peut écrire son code et il peut avoir un feedback sans forcément attendre qu'un professeur vienne le voir. Et c'est comme ça que les développeurs travaillent, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on utilise cet outil dans un mode pédagogique et c'est un outil qui est professionnel également. Enfin, en tout cas, c'est une méthode. Et donc j'avais déjà cette vision-là et je voyais comment automatiser plein de choses, comment mettre de l'huile dans les rouages pédagogiques. Et c'est en voyant une classe que j'ai eu ces idées-là. Ça s'est connecté naturellement. Je ne me suis pas dit en amont, tiens, je connais des méthodes qui pourraient être utiles à l'éducation, donc je vais lancer une startup d'éducation. Ce n'était pas ça la démarche. La démarche, c'était vraiment ce projet-là. C'est une rencontre totalement par hasard. Je l'ai rejoint parce que ça m'intéressait et il se trouve que je pouvais avoir un impact dessus. Donc, c'est comme ça qu'on a itéré en fait, la première année en 2014, où on a fait 4 versions du programme, 4 promotions. Un bootcamp du wagon, ça dure 9 semaines, donc 2 mois. Et à chaque fois, en fait, on fait 2 mois de cours et on a 1 mois de repos, entre guillemets. Enfin, c'est un mois où on travaille, mais il n'y a pas d'élèves. Et ça nous permet en fait d'itérer à la fois sur le contenu et sur la plateforme pédagogique. Donc avec Boris, on a beaucoup travaillé sur cet outil-là. Et on était vraiment obsédé par le produit, obsédé par la fluidité d'un cours pour que le contenu soit découpé en petits bouts qui soient digestes pendant les 2 mois pour que les journées trop difficiles, on les redécoupe et on rebalance du contenu sur des journées plus simples, etc. Donc, on avait cette obsession-là du contenu bien découpé, bien fait, et en même temps de la plateforme pédagogique pour que les élèves aient une expérience agréable pendant 2 mois. Il faut bien comprendre que c'est une expérience difficile pour un élève, ça dure 9 semaines, c'est du plein temps, c'est un rythme équivalent à la prépa. Et on a une moyenne d'âge de gens qui ont 29-30 ans. Donc, c'est des gens qui n'ont pas été en études depuis plus de 10 ans et qui, du coup, doivent remettre leur cerveau en mode apprentissage. Alors qu'avant, ils étaient en mode dans l'entreprise où ce n'est pas forcément ce mode-là le plus actif. Donc voilà, ça a été notre première année. Et il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas de trucs compliqués. En fait, tous les trimestres, on se disait, bon, il nous faut nos élèves, il nous faut un local pour les mettre et étendre un petit peu notre réseau de profs. Mais voilà, l'ambition était pas du tout là encore. On avait juste envie de faire quelque chose de bien pour les élèves à Paris qu'on avait. Il se trouve que l'ambition, elle est venue à nous un peu de manière exogène avec un premier contact à Bruxelles de gens qui nous ont contactés en disant on aimerait bien répliquer le wagon à Bruxelles. Alors nous, on n'avait pas du tout imaginé ça. On s'est dit, pourquoi pas, c'est du challenge.
Mais ça va demander, pas mal de travail parce qu'en fait, on ne peut pas être à la fois à Paris et à Bruxelles. Donc, il va falloir former des profs en qui on va devoir faire confiance. Le programme va être en anglais, alors qu'à Paris, il est en français. Donc, heureusement, on avait déjà prévu le coup avec des exercices en anglais, des slides en anglais, puisque c'est l'anglais et le langage de la documentation technique en informatique. Donc, ça, ce n'était pas un problème. Mais il y avait ce côté-là un peu simultané dans un autre marché. Donc, il se trouve que la première promotion à Bruxelles s'est très, très bien passée. Et ça nous a donné un peu le déclic en disant, bon, bah oui, effectivement, peut-être c'est réplicable. Et ce qui s'est enchaîné derrière, c'est qu'il y en a des alumni qui ont fait le wagon et qui ensuite sont venus nous voir en nous disant, bah, j'ai vraiment adoré votre programme, ça serait génial qu'il soit dans ma ville, dans telle ville ou dans mon pays. Parce qu'on avait des gens qui venaient un peu partout, notamment grâce à Bruxelles. On a donné le programme en anglais, on a eu des internationaux qui se sont intéressés au wagon. Alors qu'à Paris, bon, bah, on est en français, on est un petit peu cantonné à la francophonie. Et donc, du coup, on a eu par exemple un Bordelais qui est venu au wagon Paris et qui est retourné à Bordeaux et qui a lancé le wagon à Bordeaux. Et ensuite, ça s'est enchaîné un petit peu comme ça. Pendant 3 ans, on a eu 1 ou 2 ouvertures par trimestre. C'est allé assez vite, en fait. Et pour accompagner on va dire ces lancements un peu partout, on a dû faire les choses bien parce qu'en fait, le risque, quand vous faites ça, le risque quand vous lancez dans des villes où vous ne maîtrisez pas, vous devez faire confiance au niveau opérationnel, c'est le risque de réputation et le risque de qualité. Et dans l'éducation, un des assets qui a le plus de valeur, c'est la marque, et c'est la réputation de votre école. Si vous prenez Polytechnique, si vous prenez Cambridge, si vous prenez Oxford, la réputation qu'ils ont en termes de qualité d'enseignement, qualité académique, ça s'est construit sur des siècles. Alors nous, on n'a pas des siècles encore, mais on va vite et on essaye de construire quelque chose. Et il suffit qu'il y ait une des villes, quelque part, qui fasse un mauvais bootcamp, pour une raison ou une autre, et ça peut entacher la réputation de tout le groupe, notamment avec les sites. Alors, il y a des TripAdvisor, des bootcamps, ça s'appelle Course Report, TweetUp, etc. En fait, voilà, les gens peuvent aller dire, bon, bah, ça ne s'est pas bien passé, et les élèves ne feraient pas alors la différence entre le wagon dans cette ville-là et le wagon de manière générale. Donc, le risque réputationnel était très élevé et on a dû encadrer ça. Et la façon de l'encadrer, on a envisagé plusieurs modèles et le modèle qui s'est apparu le plus adapté au début du wagon, c'est le modèle de la franchise. Le modèle de la franchise était intéressant puisqu'en fait, il ne nécessitait pas de capital de notre part pour lancer dans d'autres villes, puisqu'en fait, le franchisé ne se rémunère sur son activité de franchisé, mais tant qu'il n'a pas fait d'activité, finalement, il ne se rémunère pas et nous, ça ne nous coûte rien, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de capital de départ, en tout cas du côté franchiseur. Et du côté franchisé, c'est à lui, en fait, de faire en sorte que son activité se lance le plus rapidement possible pour pouvoir se payer sur son activité. Et donc là, on est passé par des avocats, un avocat spécialisé dans ce droit-là. Dans le trio des fondateurs, il y a Romain, qui est un ancien avocat, et donc ça, c'est quand même pas mal parce que il a l'habitude un petit peu d'aller chercher les confrères qui sont spécialisés dans chaque domaine. Au wagon, je crois qu'on a 6 ou 7 avocats différents sur tout un tas de domaines. Et donc, il fait le lien naturel. Longtemps, il a fait le lien naturel. Maintenant, on a quelqu'un dédié à ça. Et du coup, voilà, la franchise, dans le contrat, il y a une clause très importante qui est une clause de NPS, une clause de qualité, et en fait, qui, en gros, oblige le franchisé à être très prudent sur la façon de délivrer le contenu au niveau opérationnel. Donc, nous, on donne un playbook, on donne tout un tas de choses à respecter, et normalement, si c'est fait dans les règles, ça se passe bien. Voilà, ça a été le wagon pendant 5 ans, 6 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3-4 ans, on a eu finalement assez de fonds dans l'entreprise pour se dire, tiens, si on essayait de lancer une ville nous-mêmes, c'est-à-dire pas donner les clés à un franchisé. Et ça a été le cas pour Londres. Donc Londres, on s'est dit, bah, Londres, c'est quand même une grosse ville en Europe. Bon, on a envie d'avoir un peu la main dessus. Et puis maintenant, on a un peu de sous. Le wagon a été bootstrappé et rentable dès la première année, donc il a dégagé du bénéfice. Et ce bénéfice-là, on a toujours réinjecté dans l'entreprise au début. Et donc, on avait un petit peu de capital pour dire on va prendre des Eurostars, on va prendre des Airbnb avec Boris, on va aller faire des workshops à Londres, on va essayer un petit peu de lancer ça, on va prendre quelqu'un sur place
qui va animer une communauté naissante. Donc ça, c'est notre technique marketing, c'est d'aller dans des incubateurs, des accélérateurs, des coworking, etc., faire des workshops gratuits où on donne du savoir aux gens sur le code, sur GitHub, sur HTML, sur l'entrepreneuriat technique, etc. Et on montre en fait ce qu'on sait faire. On montre que pédagogiquement, on tient la route et qu'on a un bootcamp et qu'en fait, voilà, c'est un peu le free sample du wagon, ce genre de workshop. Donc, Londres, on l'a lancé nous-mêmes et ça s'est très bien passé. Ça a décollé assez vite. On était très contents et on a pu répliquer ce lancement avec Berlin. Berlin, on l'a également lancé en propre. Donc, on avait ce trio-là de villes. Et donc, voilà, ça marchait très bien. On était contents. Ça nous a permis de grossir l'équipe, d'avoir une équipe qui était vraiment multiville. C'est-à-dire que là, en 2021, j'ai une équipe de 35 personnes dans le pôle engineering. Donc, j'ai des gens qui sont à la fois professeurs et développeurs, ou alors professeurs et data scientists, puisque maintenant, on a 2 programmes. Et donc, c'est une équipe qui est à Paris, qui est à Londres, qui est à Berlin. J'ai aussi du monde à Lisbonne, à Bruxelles, à Amsterdam. Et donc, voilà, ce côté remote, ce côté organisation multipôle, c'est quelque chose dans l'ADN du wagon qui était là très tôt, bien avant le Covid, bien avant le télétravail forcé. Donc, voilà, on a lancé ces villes en propre et on s'est aperçu en fait que ces villes en propre marchaient bien, se développaient bien. Et la raison pour laquelle ça se développait bien, c'était surtout parce qu'on avait une politique ambitieuse en termes de recrutement et en termes de croissance. Donc, on recrutait des gens pour faire du marketing, pour faire de l'admission, des gens pour gérer un peu le quotidien. Et donc, à chaque fois qu'on investissait dans les gens et dans les équipes, on avait un retour sur investissement en termes de croissance, en termes de nombre d'élèves, en termes de campus. Et donc, sur ce modèle-là, en fait, qui a été un modèle bootstrappé pendant 5 ans, on s'est dit, bah, tiens, en fait, finalement, peut-être que c'est le modèle in fine du wagon. C'est un modèle intégré où on aurait surtout des villes qui sont en filiale et qu'on pourrait gérer de manière globale dans un groupe consolidé. Et donc, ça a été un peu la thèse d'investissement qu'on a défendue en 2019 pendant notre roadshow. Donc, on a passé pas mal de temps dans un monde qu'on ne connaissait pas du tout, puisque, encore une fois, je le rappelle, on n'a pas levé d'argent au début. Donc, on s'est confronté avec Boris et Romain, avec notre leveur, à tout un tas de fonds, voilà, un milieu qu'on ne connaissait pas, le milieu du fonds d'investissement. C'était extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Ça nous a permis de voir avec qui on aimerait bien travailler, avec qui on n'aimerait pas travailler. Nous, on était vraiment très attachés à notre indépendance de décision. C'est-à-dire quand vous êtes les seuls actionnaires fondateurs bootstrappés, vous prenez les décisions tout seul. Sauf que là, on avait atteint une taille où on se disait, bah, finalement, un acteur externe, s'il reste minoritaire, ça peut être intéressant d'avoir son avis et d'avoir son soutien. Et donc, c'est ça qu'on est allé chercher. Et en février 2020, on a closé notre première série A avec donc KT et Africainvest. Donc, KT, un fonds franco-chinois, et Africainvest, un fonds africain, pour nous aider justement sur l'angle international. C'est ça qui est intéressant. Donc, Africainvest sur l'aspect sur le continent africain et notamment cette année, on a un partenariat avec Honoris. On a lancé à l'île Maurice il y a quelques semaines et on souhaite lancer dans plus de villes et plus de pays du coup en Afrique. Et pour KT, en fait, la dimension chinoise était aussi importante pour nous. Donc, la thèse d'investissement qu'on a défendue pendant cette levée, ça a été justement de continuer à consolider le wagon et récupérer des franchises dans le giron de filiales structurées pour justement lancer une politique ambitieuse de recrutement, de développement interne pour aller chercher cette croissance et cette expansion géographique. Donc voilà un petit peu le parcours du wagon en très résumé sur l'aspect développement international. Je ne sais pas si Mathilde et Roberta, vous avez oui, merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, Roberta, on a une question, déjà une première question. Oui. On peut enchaîner directement avec les questions de l'audience. Alors, donc c'est une question de Valentin. En tant que développeur junior, si je souhaite développer mes propres projets ou produits dans le futur, est-ce que j'ai plus d'intérêt à chercher d'expérience en product management ou en développement? Alors, c'est une question qui peut, en fonction de à qui vous la posez, peut avoir les 2 réponses.
et les deux réponses auraient une part de vérité. Donc, c'est difficile d'être très tranché sur ça. Moi, je suis plutôt partisan justement de la partie technique. Euh, par exemple, on a beaucoup de gens, des chefs de projet, entre guillemets, de SS2I ou dans des grands groupes qui viennent au wagon et qui ensuite deviennent product managers dans des startups sur des rôles qui les font plus rêver, entre guillemets. Et c'est grâce au fait qu'ils ont acquis des bonnes compétences techniques au wagon qu'ils ont ces postes. Dans la culture américaine, en fait, la culture startup Silicon Valley, et qui du coup s'est étendue partout dans le monde maintenant, euh, par exemple à Google, les product managers, ils sortent de Stanford et ils ont fait computer science. Et en fait, il y a un product manager à Google ou Facebook, ils savent tous coder. C'est juste qu'ils se sont spécialisés en produits. Mais ils ont un niveau très, très élevé. Donc, finalement, approfondir le côté technique et le côté développeur, ça sera jamais du temps perdu pour un rôle de produit plus tard, surtout si ça vous intéresse. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, plus un product est technique et plus il est capable de dialoguer finement avec des équipes de développeurs, plus il va être capable en fait d'avoir un impact sur l'entreprise parce que il va agir un peu comme un allié des développeurs. En réunion produit, si le grand chef dit je veux qu'on développe ça, si le chef de produit est déjà capable de donner des estimations, de dire c'est trop dur, c'est facile, etc., sans embêter entre guillemets les équipes de dev qui sont déjà bien surchargées, il va vraiment être l'allié de l'équipe. Alors qu'à l'inverse, un product manager qui ne sait pas coder du tout, comment il va dialoguer avec une équipe technique? Le risque, c'est que l'équipe technique, elle, comment le dire gentiment, elle, elle lui dise pas toute la vérité sur ses intentions. Donc, par exemple, si une équipe n'a pas envie de faire quelque chose ou pense qu'il faut faire autrement, elle va pas forcément avoir les bonnes raisons pour justifier son refus ou la difficulté. Donc, plus un profil product est technique, et plus il maîtrise son sujet, j'ai envie de dire. D'accord. Merci, Sébastien. Ouais. Roberta, tu voulais enchaîner avec une question? N'hésitez Oui, pas à poser oui. vos questions. Hein. Si je peux, avec plaisir. Donc, Sébastien, si j'ai bien compris, vous avez une belle relation entre associés. Les relations entre associés, c'est toujours comme un mariage. Quelles sont, selon vous, les bonnes règles pour le succès? C'est difficile d'extrapoler une bonne expérience à des règles générales. Après, je pense je peux décrire ce qui personnellement me fait penser que ça se passe bien, même si ce n'est pas forcément des règles universelles. Donc, déjà, un premier point, c'est qu'on est trois. Et trois, c'est, je pense, un bon nombre pour les associer parce que vous ne pouvez pas avoir de blocage démocratique. Si vous êtes deux, en fait, si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est 50-50. Et soit dans les statuts, vous avez dit, bah, moi j'ai 51% de départ et toi 49, du coup j'aurai toujours raison, ce qui est une façon de faire. Ou alors ça peut être, voilà, vous pouvez avoir à tour de rôle dire, bon, bah, tu as raison une semaine A et moi j'ai raison une semaine B. En tout cas, quand vous êtes trois, il y a toujours un 2 contre 1 si jamais il y a un désaccord. Alors, je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise souvent parce qu'en général, on prend les décisions en consensus. En tout cas, on discute suffisamment pour qu'au bout d'un moment, les trois soyons d'accord sur les décisions importantes. Donc ça, c'est pas mal. Un autre truc aussi qui fait que la relation fonctionne très bien, c'est qu'on est tous complémentaires dans les expertises et surtout dans les intérêts. C'est-à-dire que donc on a Boris qui est finalement le profil académiquement le plus proche de moi, puisqu'il il a fait Central Paris et ensuite il a travaillé en banque sur un plateau de trading. Mais bon, ça ne l'a pas passionné. Il s'est vite intéressé à l'entrepreneuriat, notamment au développement web avec des amis autour de lui qui lançaient des startups. Donc, il n'a pas fait ça longtemps, mais en tout cas, il a fait prépa, il a fait école d'ingé. Donc voilà. Mais Boris, lui, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui défriche des terrains entiers et qui n'a pas peur d'y aller à fond et de dire on y va et de voir un peu le futur. Et ça c'est quelque chose que j'admire chez lui parce qu'il il tire tout le monde en fait. C'est la locomotive qui est devant, il tire. Moi, j'ai pas vraiment cet aspect-là et finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'être en support auprès de profils comme ça qui vont aller être un peu fous et partir dans une direction et moi être là en mode bon, c'est faisable, c'est pas faisable, c'est faisable, ça passe à l'échelle, ça passe pas à l'échelle, remettre un peu de rationalité, mais en tout cas, la folie créatrice et entrepreneuriale, elle est plus chez lui
Et moi, je suis plus en support finalement de ça. Et Romain, donc, qui est le frère de Boris, donc ça c'est assez intéressant aussi comme relation dans les associés. Romain, lui, donc profil complètement différent de nous, hein. C'est quelqu'un qui a fait du droit, qui a été avocat, qui a fait voilà, qui a vu une autre partie de la société, une autre partie du monde, et qui lui est vraiment sa qualité principale, c'est d'être capable d'être ami avec n'importe qui en 5 minutes, quoi. Il a une capacité de relation incroyable. Et c'est ça aussi au wagon, c'est la communauté des profs, des élèves. Et Romain représente ça, en fait. Il représente cette capacité à rapidement comprendre un écosystème et tout de suite trouver les bons interlocuteurs. Son passé d'avocat fait qu'il s'est beaucoup occupé au début de l'aspect un peu admin, contrat, etc. Maintenant, on a structuré une équipe, on a un directeur financier, on a une directrice légale et du coup, il fait beaucoup moins ça. Mais voilà, donc finalement, quand on voit dans la relation, on a 3 profils très différents et on respecte tous beaucoup les 2 autres dans ce qu'ils savent faire de mieux. Et on a envie de construire quelque chose ensemble. Et voilà, et ça, c'est cool. Un autre truc aussi intéressant, c'est qu'on est, alors, je ne vais pas dire qu'on est vieux, mais en tout cas, on est tous, quand on s'est associés, on avait tous déjà 29-30 ans. On avait tous déjà travaillé avant, on avait tous déjà vu ce que c'était une entreprise, que ce soit plus ou moins grosse. Et moi, je me base beaucoup sur mon expérience d'avant le wagon, mon expérience de salarié, pour voir tous les contre-exemples, justement. De ce que j'ai pas aimé en tant que salarié, finalement, à chaque fois que j'aimais pas un truc, je me le notais comme ça, inconsciemment. Et maintenant, en fait, comme je suis dans une position de fondateur et de manager, je pense beaucoup à ça pour éviter de reproduire ce qui, moi, m'a déplu. Et donc, c'est ça qui est génial quand on a les rênes, finalement, d'une startup. C'est qu'on est capable de définir la culture, on est capable de définir les façons de faire et ce qui importe. Et nous, très tôt au wagon, on a tout de suite montré aux équipes que ce qui nous importait, c'était les résultats. C'était pas être assis sur une chaise de 9h à 18h. Le côté télétravail, il a été très, très tôt présent au wagon. Le côté voilà, remote, les outils comme Slack, les outils comme GitHub permettent de faire ce genre de choses. Et on a réussi, je pense, à garder ça, même en étant plus de 100 personnes maintenant au wagon. Alors, évidemment, maintenant, il y a du middle management, il y a du cadre, il y a des structures. C'est nécessaire. Mais au début, c'était très, très flat. Et encore maintenant, les gens qui ont des initiatives, etc., ils peuvent avoir de l'impact et ils vont être écoutés. Et en tout cas, et ils le savent. Et c'est ça qui est important. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair, Sébastien. On a une question pour enchaîner de Laurent. Alors, quels sont vos principaux concurrents et les formations académiques traditionnelles, donc université, grande école, ne correspondent-elles plus aux besoins des entreprises qui expliqueraient le succès du wagon? Alors, c'est très intéressant le monde de l'éducation supérieure. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très complémentaires. C'est-à-dire, nous, les concurrents directs, on en a. Clairement, on a d'autres bootcamps qui existent. Donc, par exemple, en Europe, le plus gros concurrent, c'est Aeronac, un bootcamp espagnol à la base et qui s'est également étendu dans différentes géographies. Et puis aux États-Unis, en fait, si vous regardez, il y a plus de 300 bootcamps, il me semble. Alors, nous, on n'est pas positionné aux États-Unis puisque c'est un marché qui est très saturé et qui demande beaucoup d'investissement en marketing. Donc, on ira peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas sur la roadmap. Donc, il y a des bootcamps qui font plus ou moins du bon travail, qui ont plus ou moins des approches différentes. Nous, on est vraiment, ce qui nous différencie, j'ai envie de dire, c'est la communauté. Il y a beaucoup de bootcamps qui sont des usines à dev, entre guillemets, donc qui sortent des gens pour qu'ils trouvent des profils de junior dev et trouvent un travail et ils font que ça. Nous, on a une communauté où les gens qui sortent ont des aspirations beaucoup plus diverses. Donc, se lancer en tant qu'entrepreneur. Si vous allez sur le site du wagon, vous avez la page startup où il y a plus de 150 startups qui ont été créées par des anciens élèves. Et collectivement, ils ont levé plus de 100 millions d'euros. Donc ça, c'est un truc dont on est assez fiers. On a beaucoup de gens qui se lancent en freelance aussi, soit du freelance technique, conseil, etc. Et puis on a des gens, évidemment, qui trouvent du travail en tant que développeur ou data scientist, data analyst en startup ou en product management ou dans d'autres rôles aussi. On a un écart type d'âge qui est très très large. On a des gens de 20 ans à 60 ans. Donc quand vous avez 40-45 ans que vous venez au wagon
et que vous avez fait une carrière de 20 ans dans des grands groupes, vous ne venez pas pour être développeur junior. Ça n'a pas de sens. Vous venez parce que vous voulez acquérir un vernis technique qui vous permet ensuite de rebondir dans votre carrière dans une plus petite structure où il y a un peu plus d'impact au niveau personnel. Donc, c'est ça qui est extrêmement riche au wagon et c'est ce qui est passionnant, ce qui fait que même après autant d'années à faire le même programme, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme en tant que professeur et dans les équipes. C'est cette richesse humaine qui arrive tous les trimestres de gens. Donc ça, c'est sur la partie pure concurrent direct et sur la partie enseignement supérieur, les grandes écoles, les universités, etc. En fait, on n'est pas en concurrence avec eux. Même une école comme 42, par exemple, on n'est pas en concurrence avec 42. Pourquoi? Parce qu'en fait, 42 vise plutôt des profils bacheliers ou des profils qui sont sortis du parcours scolaire classique. Et ils ont plutôt des gens très jeunes, en fait, qui ont 2, 3, 4 ans à consacrer à leurs études. Nous, on a des gens qui ont 29, 30 ans et ils n'ont pas 3 ans pour apprendre à coder. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de rapide. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant au wagon, c'est le fait qu'on est capable d'apporter beaucoup de compétences en un temps très réduit. Et il y a un temps pour tout, j'ai envie de dire. Donc, quand vous avez 18, 19 ans, les gens qui candidatent au wagon, on en a quelques, on les renvoie plutôt sur les parcours classiques en disant, bah, vous avez le temps, si ça vous intéresse, vraiment regardez les écoles pour passer du temps et apprendre plus de choses. Et puis surtout, avoir une vie étudiante. Bon, même si cette année, évidemment, c'est pas la meilleure année pour avoir une vie étudiante, mais dans cette approche-là, je ne considère pas les structures classiques universitaires comme des concurrents. D'accord, merci Sébastien. Mais justement, on avait une question sur avez-vous beaucoup d'étudiants de plus de 40 ans? Vous avez répondu de façon indirecte, Oui, la même directe à pourcentage, cette question-là. oui, vous avez... Ouais, Donc, en fait, on a en termes de distribution, on est centré autour de 29-30 ans et puis on a une longue traîne de 30 à 50 ans et puis on a quelques outliers au-delà. Mais on est plutôt sur des gens en fait, souvent, on a des gens qui ont 23, 24 ans, qui sortent d'école de commerce et qui veulent un vernis technique pour ensuite rentrer dans le monde du travail. Donc là, on a un pic sur cette distribution et on en a un autre à 29, 30 ans pour des gens qui ont fait 4, 5 ans dans des métiers de conseil, etc., où ils n'étaient pas épanouis et souhaitent rebondir. Et puis après, on a une longue traîne sur des professionnels voilà, de 30 à 50, 60 ans. D'accord. Roberta, je te laisse Oui, intervenir sur une de nos questions. Oui, je pense qu'on a beaucoup de questions du public, donc on continue. Il y a Arturo qui vous demande, jusqu'à l'année dernière, le wagon avait un produit pour le développement web. Maintenant, le wagon a 2 produits avec la data. Est-ce que cela ne pose pas de problème au niveau de la marque? Comment est née l'idée de la data? Ouais, très très bonne question. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée en interne avant d'y aller. On a pris notre temps, on a mis 6 ans avec un seul programme avant d'en lancer un deuxième. Ça montre bien qu'on a passé du temps sur l'itération du premier avant de se dire, bon, ça y est, on va faire un deuxième. Alors, pourquoi on l'a lancé? C'est une demande énorme, en fait, à la fois de notre alumni, des gens autour de nous, puis aussi des entreprises avec lesquelles on a commencé à travailler en 2019 en B2B. C'est une activité dont je n'ai pas du tout parlé, mais le wagon se développe sur ça aussi. Et pour le coup, dans le B2B, le développement web, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas parce que c'est souvent sous-traité, donc ils ne cherchent pas à former leurs collaborateurs à ça. En revanche, la data, elle est partout. Et en gros, ils veulent faire en sorte que les gens sur Excel passent à des outils plus adaptés à la data analyse. Et nous, on est idéalement placés pour ça avec des formations pour débutants sur ces sujets-là. Donc, le programme data, en fait, il est né après 2 ans un peu de R&D, de workshop d'une semaine en B2B où on a abordé des bouts de data sur du Python, sur du scrapping, sur de l'API, sur de l'analyse, sur un peu de machine learning, etc. Et on a un peu fait nos armes comme ça sur des choses plus faciles, j'ai envie de dire, avant qu'on se dise, bon, bah là, vraiment, on le lance. Et donc, on a un programme de 9 semaines pour couvrir énormément de sujets de data science. Donc, ça part en fait de Python avec des choses assez simples de récupération de données, de nettoyage de données, et puis ça va jusqu'à du machine learning et du deep learning pour voilà, montrer les outils les plus à la pointe à notre époque sur ces sujets. Et finalement, ce qui différencie les 2 programmes, c'est qu'autant le programme web, on peut, en fait, vous n'avez pas de prérequis techniques, il faut juste être capable de lire de l'anglais et au niveau logique, avoir une certaine voilà, logique booléenne simple. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'un niveau mathématique
minimum, parce que les maths et l'informatique, en fait, on se rend assez vite compte que ce n'est pas forcément lié. Et par contre, pour le programme data, là, on demande aux gens déjà de, un, savoir déjà coder, et deux, avoir un niveau en maths, au moins terminal S, mais c'est mieux d'avoir un niveau études supérieures en mathématiques, notamment sur l'algèbre linéaire et les statistiques, pour rentrer dans ce programme. Donc, en fait, on a une barrière à l'entrée de prérequis qui est différente sur les deux programmes, ce qui fait qu'ils ne vont pas se phagocyter. Les gens ne vont pas se dire, est-ce que je fais la data ou le web? C'est pas ça la question. C'est plus, qu'est-ce que tu sais déjà faire? Si tu sais déjà coder et que tu as un peu un minimum en maths, tu peux candidater à la data. Et puis, en fait, finalement, faire le programme web ne servirait pas puisque tu sais déjà coder. Donc, c'est comme ça qu'on a pu lancer une nouvelle offre qui n'a pas mangé, entre guillemets, sur les parts de marché de notre programme existant. D'accord. Voilà. Merci. On a une autre question. Pilou du wagon Bordeaux. Après mon wagon, j'étais très surpris par le nombre assez faible de personnes à continuer dans cette voie du développement. Sur les 10 000 alumni maintenant, combien sont véritablement encore dans cet univers, dev, web, product, entrepreneuriat? Comment faites-vous pour augmenter cette proportion avec le temps? Augmenter la proportion dans le développement web, c'est ça? Oui, ouais. Okay. Oui. Alors, en fait, au début du wagon, le wagon avait quasiment que des profils entrepreneurs freelance, quasiment pas de gens qui souhaitaient devenir développeurs. Ça, c'était les 2 premières années. Et au fur et à mesure du temps, en fait, au fur et à mesure qu'on a touché plus de public et ouvert plus de villes, on a eu plus de proportions de gens qui cherchaient un travail en startup, que ce soit product, dev, ops, etc. Donc, on a toujours eu cette richesse-là. Et d'ailleurs, cette richesse, elle est très liée au marché. C'est-à-dire que si vous prenez Berlin, on a 80% des gens qui veulent un boulot, qui veulent un CDI, alors en boîte tech si possible, mais pas forcément nécessaire, alors qu'à Paris, on a moins d'un tiers de gens qui souhaitent ça. Donc, on a une grosse disparité en fonction du marché du travail, en fonction de la maturité locale de l'écosystème startup, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous prenez Paris en 2014 et Paris en 2021, ça n'a rien à voir. 2014, c'est le lancement de 42, il n'y avait pas encore Station F. The Family s'est lancé aussi en 2013-2014, ça a fait beaucoup de travail sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Donc, l'écosystème a mûri énormément. Et maintenant, en fait, quand vous lancez une startup à Paris, c'est limite banal, j'ai envie de dire, parce que tellement de choses existent, que ce soit au niveau incubation, financement, accélération, que voilà, l'écosystème est mûr. Et c'est pour ça, en fait, on baigne dans celui-là. Et donc, on a ça. Berlin, c'est une ville qui a longtemps eu un peu l'imaginaire startup, notamment parce qu'en fait, il y avait beaucoup de boîtes des États-Unis qui allaient en Europe à Berlin parce que les loyers n'étaient pas chers. Ça a un peu changé maintenant et du coup, c'était surtout, ils amenaient leurs équipes, mais pas forcément, ils recrutaient pas forcément sur le bassin local. Alors nous, en fait, on cherche pas forcément on cherche pas à avoir plus de gens dans une catégorie ou une autre. En fait, on s'adapte à la demande locale, on s'adapte à l'écosystème et on fait tout ce qu'on peut pour aider les élèves à s'accomplir dans leur ambition. Et on n'a pas finalement de quota à respecter sur combien de freelance, combien de devs, etc. C'est pas ça qu'on cherche. En revanche, on a des équipes en interne qu'on appelle les Student Outcomes Managers qui accompagnent les élèves après la formation pour les aider soit à trouver du travail, soit à trouver du financement, soit à mettre en place leur activité de freelance, etc. Donc, on a des guides, on a des gens qui font ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas au début du wagon, parce qu'on s'est surtout concentré sur la pédagogie. Et finalement, on lâchait, entre guillemets, un peu nos élèves dans la nature en disant, bon, bah, bonne chance. Et maintenant, en fait, on s'est rendu compte qu'il faut aller plus loin que ça et il faut les accompagner avec un service carrière, un peu comme dans les grandes universités, pour les aider, en fait, à arriver à la première marche. Parce qu'après, une fois qu'ils ont le premier boulot, le premier projet freelance ou commencé à lancer leur entreprise, ils se débrouillent très, très bien. C'est souvent cette première marche, ils ont besoin un petit peu encore du soutien et on essaye d'être là autant que possible, quoi. D'accord. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question, Sébastien, qui m'intéresse parce qu'on a beaucoup un focus ici EXAP sur le mentorat. Donc, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà été mentor ou mentoré et quels sont vos retours à ce sujet. Finalement, mentor,
c'est un peu une position en tant que professeur pendant le bootcamp qu'on a naturellement, c'est-à-dire qu'au-delà de juste enseigner les compétences techniques, il y a beaucoup de discussions autour des projets, donc beaucoup de discussions autour de soit des startups, soit d'un projet personnel de rechercher du travail. Et ce qu'on aime bien faire au wagon, finalement, c'est capitaliser sur les expériences avant le bootcamp. Quelqu'un qui a 29-30 ans, quand il arrive au wagon, il a déjà travaillé, il a déjà une expertise. Il connaît un domaine, ça peut être la santé, ça peut être l'énergie, ça peut être etc. Et du coup, comment valoriser cette expérience-là métier en rajoutant un peu un vernis technique par-dessus pour ensuite trouver un boulot dans un domaine qui serait lié ou qui mettrait en valeur ces compétences-là acquises. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'est quelqu'un qui a 30 ans qui apprend à coder, c'est pas pareil que quelqu'un qui a 24 ans qui apprend à coder. Il y a une expérience professionnelle à valoriser et c'est ça qu'on cherche à faire. Après, en termes de mentorat pur, j'ai plus envie de dire ça va être dans mon équipe en tant que CTO où j'ai accompagné le développement des développeurs du wagon. Mais voilà, j'ai pas forcément trouvé le temps d'être mentor sur d'autres situations. Et après, en tant que mentoré, j'ai beaucoup au début finalement de ma carrière où mes managers ou les personnes qui étaient plus expérimentées, pas forcément dans un rôle hiérarchique, j'ai essayé de puiser un maximum d'inspiration et d'informations auprès d'elles. Mais maintenant, au quotidien, au wagon, on n'a pas vraiment de mentor dans les fondateurs. Bon, c'est plus à trois, on essaye de beaucoup discuter, de grandir ensemble. Et on est dans cette relation-là plutôt. Je sais qu'il y a beaucoup de startups ou de fondateurs qui s'entourent en fait de business angels ou de gens comme ça. On n'a pas eu cette démarche-là, on a eu plus une démarche autodidacte dans l'approche entrepreneuriale. Et finalement, on s'est fait notre auto-mentoring entre nous, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Merci. Merci. On a une question intéressante. Quels ont été les plus grands obstacles à votre expansion internationale? Et ou un des plus grands obstacles et comment vous avez pu résoudre la problématique? Oui, alors c'est clair que c'est une question qu'on se pose encore, évidemment. Ouais. Donc, un des obstacles principaux, c'est le coût de la vie locale dans un pays où on se lance. Donc, typiquement, quand on se lance au Brésil, on ne peut pas faire le bootcamp à $6 000. Ça n'a pas de sens pour le marché local. Pourtant, nos coûts de structure en termes de pédagogique, etc., quand on lance, souvent, on va importer, entre guillemets, des professeurs qui viennent d'Europe. Donc, on doit les payer au taux européen. Donc, il y a une équation mathématique au niveau business model qui n'est pas évidente sur ça et qui a besoin de. On peut avoir, entre guillemets, quelque chose de pas rentable au début, mais ça n'a pas de sens de faire un wagon pas rentable. On ne peut pas faire un business de service et d'éducation qui n'est pas rentable au début et qui magiquement devient rentable. On n'est pas une startup B2C qui va à IPO, c'est pas l'idée. Donc, du coup, ça, c'est un gros frein, le prix. Et notamment, on a des villes où ça n'a pas marché à cause d'un problème de prix. Et typiquement, l'Afrique, on a essayé au Maroc. Tout seul, on n'a pas réussi. Et on va essayer de relancer avec Honoris là-bas et dans une autre stratégie. Donc, le prix est important. Et après, il y a aussi la propension à payer pour l'éducation supérieure dans un pays où on va aussi. C'est-à-dire que dans un modèle anglo-saxon, les gens ont l'habitude de payer pour leur formation. Dans un modèle français, pas vraiment. L'université est quasi gratuite, il y a le coût de la sécurité sociale. Bon, il y a l'éducation privée, évidemment. Donc, il y a cet aspect-là. Comment la culture, là où on va, permet de développer un business comme le nôtre. Et puis, en fait, il y a un corollaire à cette question, c'est le financement public. Nous, en France, on a quand même beaucoup de leviers sociaux. Donc, on a Pôle emploi, on a le compte personnel de formation, le CPF, on a des aides locales qui vont être de la région, qui vont être de la ville. Donc, on a tout cet écosystème et l'idée, c'est d'arriver un peu à naviguer dans ça pour accompagner les démarches des candidats pour trouver des financements pour leur formation. Donc, voilà. À quel point on arrive à répliquer ça? Et forcément, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut tout reprendre de zéro. Donc, typiquement, en Allemagne, c'est d'autres systèmes. Il y a aussi des systèmes d'aide pour la formation. Donc, voilà, comment, quand on va dans un pays, on arrive à comprendre cet écosystème-là. Et il y a des pays où on n'a pas réussi à lancer pour tout un tas de facteurs conjugués, de prix, du fait que les gens ne veulent pas forcément payer pour faire leur formation, etc.
Voilà, D'accord. pour tenter de répondre. Vous adaptez un peu votre business model, mais dans une certaine limite, quoi, en fait, selon Voilà, si on c'est a quand possible. même des coûts fixes et des coûts prévisibles qui fonctionnent dans un cadre. Et finalement, ça se calcule sur une feuille, hein. C'est assez facile de voir si on peut y aller ou on ne peut pas y aller, quoi. D'accord, merci. Alors, on a aussi Oui, Roberta, on Oui, rebascule on dans a les une questions question techniques. de Camille aussi qui demande à Sébastien, actuellement développeuse en CDI depuis 3 ans, je vais me lancer en freelance. Est-ce que ça a été difficile de passer du salariat au freelance? Choix de projet risqué, de rémunération moins importante. Et est-ce que tu considères que le fait d'être passé en freelance a ouvert une porte vers l'entrepreneuriat pour toi? Moi, carrément, en fait, je suis resté freelance même pas 6 mois, en fait. J'ai fermé mon statut au bout de 6 mois, j'étais auto-entrepreneur. Donc oui, en fait, l'idée, c'est que quand on coupe un peu le cordon, entre guillemets, du CDI, on se met en risque. Le risque principal, bah, c'est le fait de ne pas avoir de mission et finalement, son salaire, il dépend uniquement des missions qu'on trouve. Donc, un conseil que je donnerais, c'est avant de se lancer, déjà avoir sécurisé une première mission auprès d'un client, que ce soit, souvent c'est dans le cercle familial en fait, ou c'est dans les connaissances, quelqu'un qui a besoin d'un projet, pour pas juste dire j'arrête et puis je commence à chercher un projet parce qu'il y a toujours, voilà, il va se passer un délai où c'est pas évident. Après aussi étudier un petit peu comment faire ça avec une rupture conventionnelle, éventuellement avoir du chômage au début pour se sécuriser. En France, on a ce système quand même qui est bien au niveau assurance sociale. Donc, pour pas se jeter complètement dans le vide, j'ai envie de dire, mais clairement, une fois que officiellement on se définit comme freelance, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans son réseau, dans ses connaissances, il y a des choses qui viennent naturellement à nous et il y a des opportunités qui se créent. Et voilà, l'entrepreneuriat est jamais loin. Après, c'est pas obligé, hein. J'aurais très bien pu continuer à rester freelance si le wagon n'avait pas autant plu. Du coup, voilà, faire ça un peu intelligemment, en étant malin, en regardant un petit peu comment le faire avec le moindre risque, enfin dérisquer en fait la démarche. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas non plus irréversible. C'est-à-dire que, enfin, développeur, quand on a de l'expérience, trouver du travail, c'est quelques semaines. Et on a l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Il y a tellement d'entreprises qui recrutent des développeurs que voilà, finalement, le risque est très calculé. Si en freelance, ça marche pas, on peut toujours se dire, bon, bah, je retrouverai un autre CDI dans une autre entreprise et je serai pas à la rue, quoi. Donc, c'est ça qui est un énorme privilège dans notre métier, le développement. C'est que bah, le risque est quasi nul en termes de carrière. Donc, il y a un énorme choix et il faut pas hésiter si on a envie de le faire, quoi. Merci, Sébastien. Merci. On a encore beaucoup de questions pour vous. Donc, il y a une question de Bruno. Est-ce que vous comptez vous développer un peu plus sur l'intelligence artificielle? De manière générale, avez-vous en tête le futur domaine où vous allez vous déployer? Alors, donc le programme data, en fait, il faut bien comprendre qu'il a à peine un an. Et qu'il y a encore beaucoup d'itérations à faire pour arriver à une excellence qu'on vise en permanence. Donc là, il a déjà de très très bonnes qualités, les profs sont contents, les élèves sont contents, etc. Donc on va continuer en fait à investir beaucoup sur le contenu et sur ça. Et aussi, c'est un domaine qui bouge beaucoup. C'est-à-dire, il y a encore au niveau R&D, au niveau des outils, il y a des choses qui avancent et notre ambition, c'est de garder un programme qui est à jour. Le programme web, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en 2014, on a créé des premières versions, mais les outils qu'on enseigne, les méthodes qu'on enseigne, ont évolué dans le temps et on a adapté notre curriculum aux évolutions. Donc, on a cette ambition-là aussi pour la data. Et c'est quelque chose qu'on va mener de front finalement avec le web. Alors, évidemment, la data nous prend plus de temps en ce moment et ça va se rééquilibrer dans le temps. Et sinon, dans la deuxième partie de la question, il y avait une idée. Alors, aussi, juste pour compléter, la data, c'est vraiment le sujet principal de l'offre business, donc le wagon en B2B. Puisque c'est ça qui intéresse le plus les entreprises. Et là, on va continuer à investir beaucoup sur les curriculums, sur le contenu, sur faire grossir notre équipe professorale et enrichir notre offre au fur et à mesure des interactions avec les grands groupes. C'est ça qui est intéressant en fait avec les grands groupes, c'est que vous avez beaucoup de discussions en amont pour vraiment comprendre finement leurs besoins et on a cette approche quasiment conseil avec eux pour
arriver à sortir quelque chose qui soit adapté le plus possible à leurs collaborateurs, à leur mission interne et leur organigramme. Et après, à nous, en fait, en tant que startup, d'être capable de passer à l'échelle ce conseil fin pour être capable de le répliquer avec d'autres entreprises pour tout simplement mutualiser un peu les coûts et avoir quelque chose qui tient la route au niveau économique. Donc ça, c'est sur l'aspect intelligence artificielle data. Et sinon, il y a des domaines qui sont beaucoup demandés, notamment par exemple la cybersécurité, sur lequel on n'est pas du tout et qui est quelque chose qu'on peut imaginer faire à bout d'un moment, parce que c'est aussi quelque chose qui est très demandé et qui reste connexe. Nous, le wagon, on est vraiment caractérisé par ce qu'on appelle les hard skills, le fait d'avoir vraiment du savoir technique précis avec des métiers techniques. Et je pense pas qu'on lancera un jour un cours général sur l'entrepreneuriat, par exemple, ou sur le design, même si le design, on pourrait, c'est quelque chose aussi qui peut être assez technique. Disons qu'on a cette volonté-là d'apporter des hard skills très, très solides dans tous les programmes qu'on lance. Voilà. D'accord. Merci. On a une question en anglais cette fois-ci. Alors, have you thought of turning your online learning platform into a SaaS product for others to use without risking your brand? So shall I answer in English, maybe? Yes, if it's possible. Yeah, that's a good question. I mean, we did have a tool called Le Wagon on Demand, which was something a bit like Open Classroom or Udemy or these kind of platforms where you would just, like pay for a course and then you will have videos and flashcards and quizzes. We shut it down because basically that's a different subject, a different company that's not aligned with what we do. And that's why pure players like Open Classroom are way better than us to do that. And we are not pursuing that goal anymore. At some point, we thought we could do it because being a SaaS, like scaling and having millions of students, something that you can dream of, and it seems easy, but it's not that easy. And we are better when we do have the students for a long time with us on the campus and having physical lectures and challenges. So, I mean, for a year now that's been on Zoom, but there's still this live lecture, which is very important for us. And that's where we shine. And now that we are mature enough to say, okay, we are not going to pursue that goal. And we stay on the live training, basically. Okay, thank you very much. Je pense qu'on a l'espace qui est d'une autre question, Mathilde. Oui, il est 2 heures, donc si vous j'ai encore un peu de rap si temps, besoin. Oui, d'accord, c'est très. Merci beaucoup. Alors, Roberta, oui, on a une question en fait sur le recrutement. Est-ce que vous recrutez vos équipes en interne parmi les personnes que vous avez suivies en formation? Bonne question. Oui, je ne l'ai pas mentionné ça, mais on a peut-être 75% de l'équipe qui sont des anciens élèves en fait. Et ça, c'est un luxe incroyable, c'est qu'on a notre entretien, l'entretien du wagon, c'est le bootcamp, quoi. On voit comment les gens se sont comportés pendant leur classe, les qualités qu'ils ont mises en avant. Et effectivement, moi, dans l'équipe engineering, j'ai quasiment que des anciens élèves. Alors maintenant, avec la data, on a des externes, notamment des seniors, mais sur l'équipe web, longtemps, on a eu surtout des anciens élèves qui ont été prof assistants, puis prof, et qu'ensuite on a intégré comme prof à plein temps. Et oui, ça, c'est un luxe incroyable au niveau du recrutement. Ça simplifie énormément les choses sur plein de postes. Et même d'un point de vue candidat, en fait, les élèves, ils ont vu la culture du wagon au travers du bootcamp. Et ils ont pu même tester leur affinité avec un futur rôle chez nous. Donc, ça se fait dans les deux sens. Et oui, c'est une dynamique cruciale dans le passage à l'échelle du wagon sur les 7 dernières années. D'accord. Donc, on a alors une question. Alors, les formations 100% en ligne vont-elles devenir la norme ou bien une présence physique dans une salle de classe reste toujours nécessaire? Alors ça, ce sera un mix ou un mix des deux, un hybride. Voilà. En fait, c'est le silver lining de la crise qu'on vit en ce moment, c'est qu'on a renforcé notre intérêt d'exister sur l'aspect physique. C'est-à-dire que on a eu cette expérience à grande échelle de se dire est-ce qu'il y a toujours besoin d'un prof et d'un campus
Parce qu'en fait, pendant le premier confinement, on a gardé l'activité, mais on a tout fait sur Zoom. Alors, en termes de satisfaction élève, le NPS n'a pas bougé. Donc ça montre qu'on a réussi à s'adapter assez vite. Mais en termes de ressenti, tout le monde a dit, j'aurais préféré avoir cette expérience sociale. En fait, le bootcamp, il y a vraiment cet aspect, on est tous dans le même bateau, on est tous en train de galérer à apprendre à coder, ça va vite. Et les interactions sociales sont extrêmement importantes. Donc, nous, on croit beaucoup à ce modèle-là. Et on croit beaucoup à ce modèle-là pour tout ce qui va être vraiment rentré dans les sujets. C'est-à-dire que le online learning, on ne le jette pas, hein, c'est très bien, mais on trouve que c'est très adapté à deux aspects. Le premier aspect, c'est une découverte totalement néophyte d'un sujet. Donc, par exemple, j'aimerais bien apprendre, je connais rien à l'équitation, je vais pas tout de suite aller dans un club d'équitation, je vais peut-être regarder en ligne des vidéos sur YouTube ou écouter des podcasts ou des choses comme ça pour un peu m'imprégner du vocabulaire, des codes, etc. Mais si je veux vraiment m'y mettre, à un moment, il va falloir que je me déplace et que je fasse peut-être une semaine de stage. Donc ça, c'est le côté vraiment, on va dire, acculturation. Et un autre endroit où le online learning pour nous est très efficace, c'est sur les experts. C'est-à-dire que je suis déjà développeur, j'ai 15 ans d'expérience et j'ai besoin d'apprendre tel sujet très pointu. Je n'ai pas forcément besoin d'aller dans une classe en physique avec d'autres personnes. Je peux très bien le faire en ligne parce que j'ai suffisamment de bagages techniques pour comprendre un autre expert qui va m'apprendre son domaine-là. Mais entre les deux, en fait, il y a tout un spectre un peu bizarre où c'est difficile et on a beaucoup d'élèves qui viennent au wagon et qui, les 6 mois qui précèdent leur candidature, ont atteint un seuil en autodidacte. Ils ont atteint un palier où ils n'arrivent plus à apprendre. En fait, ils atteignent un certain niveau et le wagon leur fait sauter un cran bien plus fort. Et c'est une accélération sur ça qui justifie notre bootcamp en physique. Et donc voilà, il est là pour rester à notre avis. D'accord. On a le temps pour une autre question. Il y a encore plein de questions. Ouais. On avait quand même une question aussi de notre côté, parce que bon, la session est dédiée à nos incubés. Et donc, quel conseil vous donneriez dans leur démarche entrepreneuriale, de création d'entreprise, voilà, en quelques mots, pour se lancer, voilà, continuer l'aventure. En fait, c'est enfin, je suis très inspiré par Lean Startup, le bouquin de Eric Ries qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Et en fait, le résumé de ce bouquin, c'est chercher un problème à résoudre, tout simplement. C'est pas construire quelque chose sur une idée du monde qu'on a en disant tiens, ça serait bien que. Non, ça, c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est identifier précisément un problème que des vrais gens ont et discuter avec eux et construire à partir de ça. Alors, il y a des boîtes qui ne sont pas construites comme ça, évidemment. Il y a des boîtes justement, les boîtes qui construisent le futur, ils ne sont pas partis d'un problème à résoudre concret. Typiquement, si on pense à Facebook, par exemple, quand ça s'est lancé, on ne savait pas vraiment trop ce que ça faisait ou pourquoi c'était là et c'est devenu ce que c'est devenu. Et donc, la démarche Lean Startup ne s'applique pas à ça, mais dans la majorité des cas, l'approche Lean est intéressante. Que ce soit en start-up, mais même dans les entreprises, en fait. Les entreprises qui sont plus des start-up, elles ont besoin d'innover, elles ont besoin d'avoir cette démarche-là. Donc, pour moi, c'est la base, finalement, de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est la démarche scientifique de l'entrepreneur. C'est la méthode scientifique, la méthode expérimentale qu'on a en bio, qu'on a en physique, qu'on a en chimie. Là, en fait, Lean, c'est la même chose, mais pour les entrepreneurs. D'accord. Merci Sébastien. Donc, je pense que si vous êtes d'accord, on peut quand même vous poser les questions qui ont été posées en chat et qu'on n'a pas le temps de résoudre. Et si vous avez envie de répondre par mail. Ok, ouais, très bien. Oui. Ça marche. Je peux faire comme ça. Super. D'accord. Donc, on vous répondra là dans la semaine. Et puis, enfin, dans les prochains jours, voilà. Ouais, et puis, on vous remercie vivement, Sébastien Saunier, c'était vraiment extrêmement riche comme partage d'expérience et d'échange. Voilà, c'était un plaisir. On a rendez-vous donc sur une prochaine session, ce sera au Moyen-Orient. Et voilà, on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Okay. Vous serez tenus au courant. Merci à tous. Beaucoup. Au revoir. Merci aux participants. Aux participants également. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.